Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce 6e numéro de votre journal télévisé dédié au temps fort de l'actualité de l'ISRA. C'est parti pour le sommaire. Développement de la chaîne de valeur riz au Sénégal. Le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural remet un important lot d'équipements agricoles à l'ISRA. Technique de collecte dématérialisée de données environnementales et biologiques. Le CROT dote ses agents de matériel dernière génération. Projet CASEX, les acteurs impliqués se sont retrouvés à Niakhar dans le Fatick pour une journée d'information et de communication autour de ces activités. Dans la rubrique Immersion, nous irons à la découverte de la culture de blé au Sénégal avec les éclairages d'un chercheur du Centre de recherche agricole de Saint-Louis. Et enfin, comme toutes les éditions, l'invité de la rédaction du jour est le Dr Astou Diaw Camara, directrice du bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Tout de suite pour les développements. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce journal par la réception d'un important lot de matériel agricole destiné à l'ISRA dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement de la chaîne de valeur riz Sénégal, des équipements qui permettront à l'Institut de maximiser la production de semences pré-base de riz et de mieux accompagner les démultiplicateurs dans leur travail. Voyons tout ça avec notre reporter Ibrahima Diop. 3 tracteurs, 2 mini-moissonneuses, 30 motoculteurs et 20 motofaucheuses. Voilà le lot de matériel agricole que le Maire vient de remettre à l'ISRA dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement de la chaîne de valeur riz Sénégal, PDCVR. Professeur Moussa Baldé a remis les clés des 10 matériels au directeur général de l'ISRA dans l'entrepôt de la société Folante à Diamniadio. C'est un grand plaisir d'être ici pour remettre ce lot de matériel qui va du labour jusqu'à la récolte à l'Institut sénégalais de recherche agricole. En fait, dans un contexte de changement climatique, la recherche est le rempart unique quasiment pour la production. Si on veut avoir une production durable, il nous faut une recherche de qualité qui nous permettra de nous adapter. C'est dans ce cadre que l'ISRA met par exemple en œuvre une stratégie pour avoir de nouvelles variétés, pour lutter contre la salinisation, pour avoir des variétés à cycle court. Et donc c'est fondamental que l'ISRA ait les moyens de développer ces programmes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vient de faire ici, avec cette remise de tracteurs, de moissonneuses, de motofaucheuses, cela va permettre à l'ISRA d'avoir un bond qualitatif dans le cadre de la mise en œuvre de son programme. En recevant ce matériel, l'ISRA va certainement maximiser sa production de semences de pré-base de riz en faisant bon usage. L'ISRA a eu à signer une convention avec l'unité de gestion du projet et qui aura donc comme objectif de pouvoir produire des semences de pré-base, mais encore mieux accompagner les multiplicateurs dans la production de semences de base et aller au niveau des semences certifiées. Avec cette contribution de l'État du Sénégal et de la Banque islamique de développement BID, on peut dire qu'appuyer la recherche, qui est l'unique rempart pour avoir une production durable, n'est pas mauvais pour le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui vient ainsi de joindre l'acte à la parole. Ibrahima Diop, merci. Disposer des données de qualité sur les pêcheries artisanales des petits pélagiques, c'est l'objectif du Centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye CROD. Ce dernier a outillé ses agents sur les techniques de collecte dématérialisée de données environnementales et biologiques avec une étude de cas spécifique d'échantillonnage des données de pollution et d'échouage des espèces marines. Plus de détails dans ce compte rendu. Ils sont une vingtaine de participants à prendre part à ce renforcement de capacités. Une formation qui rentre dans le cadre de la seconde phase du projet, appui à la gestion durable des populations de petits pélagiques dans l'espace de la Commission sous-régionale des pêches. C'est la seconde phase du projet. On veut consolider les acquis en matière de collecte de données de pêche artisanale afin de pérenniser le système pour sensibiliser les acteurs politiques à tout l'intérêt de posséder des données de qualité via le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, le CROT, et dans un second temps, essayer d'étendre les informations biologiques collectées par les enquêteurs du CROT, qui sont les yeux et les oreilles du littoral sénégalais, par des informations plus écosystémiques. Ces nouvelles techniques de collecte, une fois assimilées, permettront aux enquêteurs du CROT
de basculer vers le format électronique avec une valeur ajoutée au plan socio-économique. L'impact du projet, c'est que ça va permettre aux enquêteurs d'être beaucoup plus fluides par rapport à la collecte des données. C'est-à-dire on va essayer de passer de la collecte au niveau du format papier au format électronique. Dans le cadre de l'aspect socio-économique, l'avantage de ce projet, c'est qu'on va aller plus dans le sens de mettre en place des modèles bioéconomiques afin d'aider les gestionnaires à mieux gérer les ressources et également aussi de permettre aussi une plus-value par rapport à l'aspect socio-économique en ce qui concerne les ressources halieutiques. Dans le contexte actuel de changement climatique, l'implication du volet environnement dans le projet constitue un apport considérable pour une meilleure gestion des ressources halieutiques. L'apport en fait de l'environnement sur ce projet va contribuer à compléter en fait les informations pour arriver à une gestion écosystémique. Ça va apporter en fait des informations supplémentaires au niveau de l'environnement, donc notamment sur la température de surface de la mer qui est une variable physique déterminante pour déterminer en fait le fonctionnement de l'écosystème, mais aussi sur l'habitat des espèces, mais aussi sur la migration, sur la reproduction de ces espèces. Financé par la Commission sous-régionale des pêches, le projet ADG souhaite, au-delà de cette formation, harmoniser le système d'information halieutique au niveau sous-régional, mais surtout de doter les enquêteurs de matériel dernière génération pour un traitement et un transfert rapide des informations au niveau du code. Allons à présent dans le sud du pays où le projet PPAT-RD a procédé à l'évaluation paysanne des variétés ISRI introduites dans les vallées de Sédhiou et de Kolda. À l'arrivée, les rizicultrices de la zone ont manifesté leur préférence pour les variétés ISRI 7, 13 mais aussi 14. Plus de précision dans cet élément. Dans le cadre de sa mission d'accompagner les rizicultrices des vallées de Casamance en termes d'assistance technique, le PPAT-RD a procédé à une évaluation paysanne des variétés ISRI introduites dans ces zones d'intervention. Dans le cadre de ce projet, nous avons installé un essai variétal ISRI composé de 9 variétés, dont 7 nouvelles variétés qu'on appelle les variétés ISRI. Dans ce lot de variétés ISRI, il y a des variétés qui sont adaptées à la riziculture pluviale. Et on a combiné à ces variétés 2 témoins. Donc on a installé cet essai dans 4 sites, dont un à Simbandi, un à Bonna, un à Samé et un à Saringaï dans le Kolda. Au terme de cet exercice, les rizicultrices ont jeté leur dévolu sur certaines variétés. Dr Baboukar Bamba dévoile les raisons de ces choix. Vraiment, on a observé un engouement des femmes pour ces nouvelles variétés ISRI. Donc il y a 2 ou 3 variétés qui sont sorties du lot, à savoir ISRI 7, ISRI 13 et ISRI 14. C'est des variétés qui sont tellement appréciées par les femmes. Les principaux critères sont d'abord la productivité, parce que d'après les femmes, c'est des variétés qui sont très productives, parce que les panicules sont très remplies. Aussi il y a la taille, parce que si les femmes récoltent, soit c'est la récolte manuelle, soit avec le couteau, soit elles fauchent avec un élément qu'on appelle la faucille. Donc s'il y a des variétés qui sont de taille moyenne, c'est ce que les femmes préfèrent. Il y a aussi les variétés qui ne versent pas, c'est-à-dire à maturité elles ne tombent pas, parce que ça facilite la récolte. Cette démarche différente du modèle d'assistance traditionnel est largement saluée par les femmes de Bona, Samé, Simbani Balante et Saringaï. Nous sommes vraiment contents du projet. Comme nous l'avons tous vu, il y a un grand changement entre ce que nous faisions et ce que nous pratiquons actuellement. Il y a un grand changement. Parce qu'auparavant, on prenait un sac pour semer ça dans une parcelle. Mais aujourd'hui, tu peux semer un sac dans plusieurs parcelles. Restons toujours dans la riziculture pour parler cette fois-ci des acteurs de la chaîne de valeur riz du bassin arachidier. Ces derniers ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur les bonnes pratiques de production de semences de riz de plateau et de bas-fond avec l'appui de l'unité de production de semences de céréales et légumineuses de Bambey. Plus de précisions dans ce compte rendu. Dans le cadre des activités du pays, l'unité de production de semences de céréales et de légumineuses UPCNCL a organisé du 14 au 16 février 2022 à Kaolack une session de formation des acteurs de la chaîne de valeur riz du bassin arachidier sur les bonnes pratiques de production de semences de riz, de plateau et de bas-fond. Le problème rencontré souvent par les agriculteurs, c'est surtout par rapport à la production de semences, c'est-à-dire les itinéraires techniques que les producteurs doivent respecter pour la bonne conduite des programmes de production de semences.
Raison pour laquelle dans cette formation, nous avons prévu de discuter sur ce qui est l'itinéraire technique. Après cette formation, leur rôle, c'est d'aller vraiment faire ce qu'on appelle la démultiplication de tout ce qu'on est en train de dérouler durant ces 3 jours. Parmi les bénéficiaires de cette formation figurent des opérateurs privés semenciers OPS et des membres d'ONG qui approuvent cette démarche. Les jours-là que je vais traverser ici vont être profitables pour moi en tant que personne désignée pour accompagner la coopérative de la production de riz au niveau du Sahel. Durant 3 jours, ces agents de l'ANCAR, de la DICEP, de la DRDR, de la SDDR, opérateurs privés semenciers OPS et ONG, ont été formés sur la législation semencière, les techniques de production, de contrôle et de certification de semences. J'ai beaucoup apprécié cette formation parce que quand tu exerces un métier, tu as besoin de connaissances. La connaissance n'est jamais assez pour bien exercer son travail. Donc, à l'issue de cette formation, les connaissances requises nous seront très bénéfiques. Après le riz, intéressons-nous à présent à la culture de la pomme de terre avec l'acquisition par le LNRPV d'une toute nouvelle serre hydroponique destinée à la production de semences de pommes de terre. Financée par Copia Sénégal, cet outil permettra à l'ISRA d'améliorer significativement la capacité de production de semences de qualité en pommes de terre. Notre reporter Néné Gagne-Siri Diop nous en dit plus. Après l'oignon et la tomate, la pomme de terre constitue le 3e produit horticole le plus consommé au Sénégal. Malheureusement, sa production souffre de la non-disponibilité de semences de bonne qualité. Cette situation pourrait bientôt relever du passé avec l'installation par le LNRPV, grâce à l'appui financier de Copia, d'une serre hydroponique. C'est une serre qui est mise en place pour contribuer à la politique d'autosuffisance en semences de pommes de terre. L'objectif ici, c'est de produire donc des vitroplans qui sont indemnes sains donc, de toute maladie. Et par la suite, donc, passer au niveau des champs, des producteurs, dans lesquels donc, les multiplicateurs seront donc en fait seront mis en contribution pour qu'ils puissent produire des semences qu'on dit certifiées, donc les semences de niveau certifié. C'est un outil qui est très utile. Parce qu'elle nous permet de produire de très grandes quantités de semences, non seulement de semences qui sont saines, mais aussi, cela nous permettra aussi de pouvoir allonger un peu le cycle de la production de semences de pommes de terre. Avec cette acquisition, le LNRPV renforcera son système de production de semences de pommes de terre à partir de vitroplans. Parlons cette fois-ci du projet CASEX qui a organisé une journée d'information et de communication autour de ses activités. En effet, la coordination a tenu une rencontre à Niakhar regroupant l'ensemble des acteurs impliqués dans la zone pour un suivi des activités et des échanges autour des enjeux du projet. Écoutons les réactions du Dr Elhaj Traoré, coordonnateur du projet, et de Bassirou Fall, président des éleveurs de la région de Fatick. Pourquoi nous avons fait cette réunion aujourd'hui à Niakhar? C'était pour présenter aux acteurs, aux différents acteurs pour cette zone qui est une zone agro-pastorale, les objectifs, les attendus et les résultats de ce projet. Et donc Niakhar, il y a des instruments de mesure qui permettent de suivre la fluctuation des gaz à effet de serre dégagés dans un écosystème donné, dans un écosystème agro-pasteur, ici agro-pasteur. Nous avons ici des éleveurs et des pasteurs, et d'ailleurs ils sont toute la population, chacun est pratiquement fait les deux à la fois. Il est à la fois éleveur et agriculteur, donc agro-pasteur. Nous avons ici des gens très formés, bien informés sur toutes ces actions parce qu'ils sont organisés en organisation de producteurs mais aussi dans un groupement qui réfléchit sur les actions de gaz à effet de serre, ce qui fait que nous avons rencontré ici des gens en tout cas très réceptifs sur nos actions et qui sont engagés à nous accompagner. Cette rencontre nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le changement climatique. Au départ, je croyais que le projet ne s'intéressait qu'à l'élevage intensif. C'est après que j'ai compris qu'il s'agissait plutôt du système d'élevage agro-pastoral.
Donc le projet est venu vraiment à son heure car nous souhaitons être édifiés sur les causes du changement climatique et si possible de contribuer à apporter des solutions. L'autre chose que je souhaite également évoquer, c'est l'ouverture et la disponibilité de l'équipe du projet qui souhaite nous former et nous orienter sur les bonnes pratiques d'élevage et surtout d'alimentation destinée au bétail. Notre rubrique découverte s'intéresse aujourd'hui à l'exploitation du blé au nord du Sénégal, précisément dans le département de Podor. Sur place se déroulent les activités de sélection variétale, de production de semences de pré-base et des parcelles de démonstration. Allons à la découverte de la culture de cette céréale très prisée au Sénégal. Bien que non producteur de blé, le Sénégal en est un grand consommateur, ce qui impacte négativement sa balance commerciale. Mais avec les recherches que l'ISRA est en train de mener sur cette céréale, on peut affirmer que sa culture peut bel et bien se développer dans notre pays. La preuve par l'homologation de ces 8 variétés. On disait avant que le blé, la culture du blé n'est pas possible au Sénégal par rapport à nos conditions de chaleur. Actuellement, il fait 38 degrés. Et vous savez très bien que les températures, la température optimale pour la culture du blé tourne autour de 25 degrés. Donc toutes les températures supérieures à 30 degrés, c'est stressant pour le blé. Mais si on arrive à développer des variétés qui sont là, sous le haut soleil, à des températures de 38 degrés, ça veut dire que c'est des variétés tolérantes, adaptées, résistantes en tout cas à la chaleur. On a tenu en compte la demande, en tout cas les besoins des industriels et des consommateurs. Parce qu'avant même de l'homologuer, on a fait entrer dans la procédure les industriels. On est allé tester les variétés au niveau de Olam pour être précis. Et ils ont testé la qualité et ils ont montré très bien que les variétés qu'on a développées répondent bien au caractère technologique pour faire de la farine, pour faire le pain ici au niveau du Sénégal. On a 4 variétés de blé tendre, une appelée Amina, l'autre Habi, l'autre Djoufissa et l'autre Fanay, le site où on a développé. Donc les variétés de blé tendre, il y a une qui est appelée Hamad. On a tenu à rendre hommage ici au faux ministre de l'Agriculture, Hamad Sall, qui vraiment s'était battu dans les années 2008 jusqu'à 2012 pour que la culture du blé soit développée. On a également rendu hommage à notre ex-directeur général, Alioune Fall, qui est allé à la retraite. Donc une des variétés s'appelle Alioune. Mais également Pendao, les femmes qui ont cultivé pour la première fois au Sénégal le premier hectare du blé. Pour aboutir à ces résultats, c'est tout un processus qui a été mis en branle par le CRA de Saint-Louis. À côté de la station de Fanaï pour la sélection variétale et la production de semences de pré-basse, des parcelles de démonstration sont installées à Dodel, Djama Al-Wali, Kiraï, entre autres. Il faut dire que la recherche s'est faite au niveau de la station de Fanaï, principalement. On l'avait aussi ici au niveau de la station de Ndjoul dans les premières années et ça avait très bien donné. Mais puisqu'on veut vraiment vulgariser la culture et dans la vallée, la réalité c'est le système irrigué, donc on a préféré continuer au niveau de Fanaï. Mais il faut noter que vraiment, comme le blé n'aime pas les pieds dans l'eau, donc la station de Ndjoul et en tout cas, tous les sites qui présentent ces conditions-là, pédoclimatiques, vraiment sont favorables à la culture du blé. On a également fait plusieurs sites à milieu paysan, à Fanaï, village, à Ndiayen Pendao, c'est dans le département de Podor, au niveau de la ville de Ndjoum. Plus loin, à Djama Al-Wali, c'est aussi dans l'île à Morphil, toujours dans le département de Podor, au niveau de Pété, à Erelao, au niveau de Dodel, à Mban, dans le lac de Guerre. On l'a fait également à Mbagam, vers Rosso. Et vraiment, en tout cas plus de 10 sites. Cette année, on a installé le blé là-bas. Il ressort de ces recherches que ces variétés se sont bien adaptées aux conditions écologiques des sites d'expérimentation. De quoi espérer des lendemains qui promettent. C'est un long processus d'introduction et d'évaluation variétale. Il faut noter que depuis 2005, ISRA a repris les travaux sur la recherche sur le blé et a entrepris une série d'essais au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et au niveau du delta. C'est en 2014 vraiment que ISRA a bénéficié d'un apport financier et technique consistant et en collaboration avec ICARDA et par le financement aussi de l'Université suédoise de l'agriculture, ce projet a permis d'introduire plus de 400 lignées génotypes
Et ces lignées ont été, on a fait le premier screening, donc on a laissé plusieurs en rade. D'année en année, on est arrivé à identifier des variétés, par exemple, qu'on a homologuées. Comme je l'ai dit tantôt, avant même que ces variétés-là soient homologuées, on les a testées au niveau en milieu paysan. Et ça a donné vraiment des rendements satisfaisants. Donc des rendements moins de 3 tonnes. Mais il faut dire que ce sont des rendements avec lesquels les paysans ne sont pas formés. C'est une nouvelle culture. Donc si on améliore, en tout cas on renforce leur capacité, donc ils peuvent même arriver jusqu'à 4 voire 5 tonnes. Parce qu'en station, le potentiel est jusqu'à 6 tonnes. Et pour finir, nous recevons à présent sur notre plateau la directrice du bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA, le BAM. Dans cet entretien, elle nous parlera principalement de son unité et de ses missions, mais surtout des leviers sur lesquels l'ISRA compte s'appuyer pour contribuer à l'élaboration d'un plan d'urgence de transformation de l'agriculture sénégalaise qui, on le rappelle, est une forte demande du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Notre équipe de la rédaction a assuré cet entretien. Regardez. Le BAM est une unité de recherche en sciences humaines et sociales qui a comme mission globale, je dirais, de renseigner, d'éclairer les politiques publiques. Aujourd'hui, nous sommes positionnés à voir comment est-ce que le BAM peut davantage éclairer à la fois l'ensemble des acteurs qui sont impliqués par l'agriculture. Donc, c'est documenter des processus territoriaux, documenter les impacts des politiques publiques, documenter l'analyse de ces politiques publiques-là et rendre compte à tous ces différents acteurs-là qui sont à la fois les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, mais également les acteurs des politiques publiques au cœur, donc c'est-à-dire les décideurs publics. Donc voilà, on peut ramasser les missions du BAM. On peut les spécifier à travers des thématiques d'intérêt aujourd'hui. Nous avons des recherches sur tout ce qui est la transition agroécologique. Quelles sont aujourd'hui les conditions pour accompagner les manières de produire mieux et plus? Donc on y travaille. Nous travaillons également sur d'autres thématiques liées au foncier, parce que vous savez que c'est la base productive de l'agriculture, la production agricole. Nous travaillons avec d'autres collègues sur l'économie de l'élevage, parce que nous savons également que c'est un secteur important pour le développement économique. Donc voilà en gros, de façon beaucoup plus spécifique, les domaines sur lesquels nous travaillons. La question de la souveraineté alimentaire est agitée aujourd'hui et on comprend pourquoi, parce que nous sommes dans un contexte de crise multiforme, mais surtout accélérée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous commençons déjà à ressentir les effets de cette guerre-là et c'est ce qui pousse les décideurs à haut niveau à s'inquiéter un peu et à actionner les différents mécanismes de politique publique pour voir comment est-ce que le pays peut mieux se préparer. Donc si le chef de l'État instruit le Mayer pour la transformation de la recherche agricole, c'est parce que la recherche agricole fait partie des piliers de cette souveraineté-là, comme tant d'autres. Et cette transformation de la recherche agricole, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que la recherche puisse jouer le rôle qui lui est assigné. Elle est nécessaire pour que parce que, comme vous devez le savoir, l'ISRA n'est pas le seul acteur de la recherche agricole au Sénégal. Il y a aujourd'hui les universités agricoles, des institutions comme l'ITA, les think tanks et d'autres acteurs qui sont dans le paysage et qui participent à la production de connaissances dans le domaine de l'agriculture. Mais l'ISRA quand même est reconnu comme le cœur, faut le dire, le cœur de ce paysage-là. C'est à l'ISRA au Sénégal qu'on fait des recherches sur la sélection variétale, donc tout ce qui est relatif aux semences, donc qui est un input très très important pour l'agriculture. L'ISRA est constitué de manière assez intégrée où on y fait des recherches sur l'élevage, sur la pêche, sur l'environnement, donc tout ce qui est lié à l'aménagement et la gestion des massifs forestiers. Donc de ce point de vue, l'ISRA est un acteur important et donc aujourd'hui, si on doit
réorienter nos recherches de manière à mieux s'adosser aux objectifs de souveraineté alimentaire, ben, je dirais que c'est même trop tard. Donc ça doit faire partie de nos missions. Et quand on regarde la mission de l'ISRA, dès sa création en 1974, c'est l'une de ses missions, produire des connaissances pour la sécurité alimentaire. Maintenant, nous sommes conscients des faiblesses aujourd'hui de l'Institut, qui sont liées à des faiblesses sur les ressources humaines, des faiblesses sur les ressources financières, mais également la dépendance de l'ISRA et de la recherche agricole sénégalaise sur des financements extérieurs. Et vous savez, comme moi, que quand notre recherche est financée par des ressources extérieures, on a moins de marge de manœuvre pour positionner les objectifs fixés dans les politiques publiques nationales. Donc si aujourd'hui l'État est conscient de cela, est prêt et instruit même au plus haut niveau le ministère pour que de nouvelles orientations se fassent, nous applaudissons des deux mains et nous pensons que ça arrive à point nommé et que cette recherche-là doit jouer ce rôle dans la souveraineté alimentaire. Merci à l'équipe de l'UNIVAL pour cet entretien que vous pouvez d'ailleurs suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. C'était le dernier élément de cette édition. L'actualité se poursuit également dans nos différentes plateformes digitales. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donné au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.